Bonjour à tous et bienvenue dans les 13h30 à la une de cette édition. Les tableaux moins reluisants 2 jours après les inondations à Kinshasa. Les sources officielles évoquent des morts et près de 1000 ménages sans abri. Le couple présidentiel est allé au chevet des sinistrés dans les sites d'accueil. Images, c'est dans ces journaux. Kassangoulou et Madimba, 2 territoires bénéficiaires des projets sur les infrastructures des bases pilotés par la cellule de suivi des projets et programmes STEP. Où en est-on avec la construction des infrastructures des bases? Élément de réponse, c'est dans ces journaux. Voilà tout pour les titres encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de la mi-journée. On ouvre justement cette édition avec cette première session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Travaux ouverts hier lundi par le président de la République, magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour en image avec Guylain Kabalouti. Conformément à la Constitution, c'est 7 avril 2025, premier lundi du mois d'avril, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni pour la toute première fois depuis sa création en 2008 pour tenir sa première assemblée générale ordinaire. Tous les membres de droit, ceux élus venus de 26 provinces du pays et ceux de son bureau, vont statuer pendant 10 jours sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à ouvrir personnellement les travaux de cette première assemblée générale, 18 ans après la grande réforme qui a créé cette institution judiciaire et quelques mois après les États généraux de la justice qui avaient recommandé sa tenue à la date instituée. Pour la renaissance d'une magistrature au service du peuple, le thème de cette assemblée générale sonne comme un leitmotiv du magistrat suprême donné aux magistrats en juillet 2023 à l'occasion d'un séminaire de formation de magistrats. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État a formulé ses attentes à l'issue de ces assises. Pour lui, la population attend un changement de la justice congolaise. À travers ces assises, je vous exhorte à œuvrer à l'édification d'une justice véritablement digne de notre nation. Une justice à la hauteur des défis de l'heure. Une justice qui protège sans faillir, qui rassure sans faiblesse et qui, avec courage, sanctionne toute atteinte aux droits fondamentaux de nos concitoyens. Dans un contexte marqué par les blessures profondes laissées par les conflits, notre peuple exige, avec force et légitimité, et la réparation. Mesdames et messieurs de l'appareil judiciaire, la République vous regarde. Bien avant le chef de l'État, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature s'est réjoui de la tenue de cette première session ordinaire. Il a recensé toutes les initiatives prises par le président Tshisekedi depuis 2022, notamment le renouvellement du corps de magistrats avec l'engagement par ordonnance présidentielle de 5000 magistrats. Depuis votre accession à la magistrature suprême, des avancées significatives ont été réalisées au sein du pouvoir judiciaire. À titre illustratif, il a été noté 1. L'exécution du projet de recrutement des magistrats qui est en train de résorber les déficits endémiques de nos effectifs avec le recrutement historique de 5000 nouveaux magistrats civils et militaires. 2. L'entrée des magistrats femmes au bureau du Conseil de la magistrature, ainsi qu'au secrétariat permanent du dit Conseil, tout comme leur nomination croissante à la tête de plusieurs juridictions et offices des parquets à travers notre pays. 3. Sur le chapitre du social des magistrats, nous relevons la matérialisation du projet historique relatif à la prise en charge médicale et des obsèques du magistrat et dépendant par l'État à travers la société d'assurance Activa. La gestion des carrières de magistrats, leur formation, le social et leur logistique figurent parmi les questions qui seront débattues. Chaque juridiction civile et militaire provinciale devrait aussi présenter son rapport à l'occasion de cette assemblée générale.
Je l'ai dit à l'entame de ces journaux, les inondations dans la ville capitale ont causé la mort d'au moins 30 personnes. 1000 ménages sont sinistrés. Des sites ont été ouverts pour accueillir les familles en détresse. Le président de la République a effectué une visite de réconfort aux sinistrés hébergés au gymnase Tata Raphaël. On fait le point avec Blandine Zoufou. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. Je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier citoyen a troqué son costume cravate pour une tenue de terrain afin de témoigner de sa compassion paternelle aux compatriotes victimes des inondations. Ici, au stade Tata Raphaël, ce sont des familles entières qui font partie de nombreux sinistrés victimes du débordement de la rivière Ndjili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le couple présidentiel s'est rendu compte du désastre de ces familles aujourd'hui sans logis. Ils viennent pour la plupart des quartiers des bonhommes, Limete Salongo, Ndanou, Massina Valley et certains quartiers de la commune de Lincélé sous les eaux. Les autorités provinciales avancent un bilan provisoire de 35 morts, des blessés et de nombreux sans-abri. C'est ici, sur le gymnase du stade de Tata Raphaël, que certains sinistrés ont été installés. Le récit est simplement funeste. Touché par ce drame, le président de la République, accompagné la distinguée première dame, a pris le temps d'écouter les récits poignants de ces familles qui ont perdu presque tout. En réponse à cette crise, le chef de l'État a promis un accompagnement aux familles concernées. Après une visite sur le deuxième gymnase, toujours au stade Tata Raphaël, le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier Vijana dans la commune de Lingwala. Ce centre a reçu au total 20 malades victimes des inondations et sont venus de quelques centres hospitaliers du district de Tchangou et de la commune de Mongafula. Ce sont des rescapés de la furie des eaux qui ont perdu beaucoup de leurs membres de famille. Le président de la République et la distinguée première dame ont fait le tour des pavillons et échangé quelques mots de réconfort avec ses victimes. Une visite de soutien aux blessés et malades déplacés de leur centre hospitalier inondé par les eaux de pluie. Une grande joie pour le médecin directeur de ce centre. Avec cette visite, ces malades ont retrouvé une lueur d'espoir. Les yeux de ces familles sont désormais rivés sur l'avenir. Ces sinistrés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel qui a agi promptement. Leur peine est tant soit peu soulagée, même si la météo annonce d'autres grandes pluies sur Kinshasa en cette période. Les inondations dans la ville province Kinshasa, quelles en sont les causes et comment le gouvernement de la République intervient-il? Sujet débattu au cours de briefing presse animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, avec à ses côtés 3 membres du gouvernement. Le résumé de ces briefings avec Jacques Kabouaba. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème inondation dans la partie est de Kinshasa, cause et intervention du gouvernement. Briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, avec à ses côtés 3 autres membres du gouvernement. Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ainsi que les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Roger Samuel Kamba Moulamba a annoncé un bilan provisoire de 30 morts et 20 blessés, tout en saluant la mobilisation des équipes médicales pour secourir les sinistrés. Dans la nuit de samedi à dimanche déjà, nos ambulances circulaient déjà et nous avons pu donc intervenir et sauver beaucoup de nos compatriotes qui étaient coincés dans les maisons, qui étaient coincés dans leurs habitats. À ce moment où je vous parle, nous avons une vingtaine de personnes, 20 exactement, qui sont hospitalisés.
Et nous avons garanti aux médecins, aux infirmières, que tout est pris en charge gratuitement par l'État. Sur le plan des infrastructures, Alexis Guissaro a évoqué des dégâts majeurs sur la route nationale numéro 1, particulièrement à hauteur de Matadi-Kibala, Mitendi et en direction de Kasangulu. Il a également insisté sur la nécessité d'un plan de relogement pour les populations vivant dans les zones à risque. Lorsque vous observez ce phénomène du débordement des lits de la rivière Njili, ça voudrait dire qu'on a construit de manière anarchique. C'est une urbanisation sauvage, malheureusement. Et les populations qui se retrouvent dans ces zones-là, logiquement, ne devraient pas y être. Donc, nous aurons nécessairement des populations à déplacer. Sur toutes les zones à risque, c'est-à-dire tous les lits de rivières. Ce sont justement là ces décisions ou des mesures qui peut-être seront impopulaires, mais que le gouvernement doit prendre. De son côté, Teddy Luamba a alerté sur l'impact des inondations sur la situation de traitement d'eau de Njili. L'impact sur l'usine de Njili, c'est pratiquement 330 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui fait que c'est pratiquement l'usine la plus importante en termes de production d'eau potable qui est affectée. Et c'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème. Nous pouvons encore compter 3 à 4 jours si les conditions de séchage restent dans les mêmes normes que nous avons et s'il n'y a plus des influences majeures sur la situation du réseau d'adduction d'eau. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a appelé les Congolais à une prise de conscience collective, tout en saluant les gestes posés par la Fondation de la Première Dame qui a offert des outils et autres biens aux sinistrés. Mouya Tembe Patrick a encouragé tout Congolais épris de bonne volonté à emboîter les pas. Lorsqu'il y a des vies humaines qui sont menacées, qui sont en danger et qui a un besoin pour nous d'avoir, parce que l'État il est d'avoir une réponse institutionnelle forte, c'est celle que nous avons donnée et c'est celle que nous allons continuer à donner. On a vu l'intervention de la Fondation de la Première Dame aussi, mais toutes ces choses montrent qu'il y a une volonté de nous assurer que ces compatriotes ne soient pas doublement sinistrés. Le gouvernement promet de suivre de près l'évolution de la situation et d'agir selon l'urgence et la gravité des événements à venir. Tout autre chose à présent, la nouvelle vague du paysage d'investissement mondial vers une structure mondiale rééquilibrée, sujet au cœur du congrès annuel sur l'investissement à Abu Dhabi. La RDC prend part à ces assises via la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Des précisions avec Chimène Dondo, Djokoukou Pompomba. À Abu Dhabi, devant les leaders mondiaux participant au congrès annuel sur l'investissement, Annual Investment Meeting Congress 2025. La première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, a présenté la RDC comme une terre d'opportunités malgré ses défis et a détaillé les atouts congolais. Nous avons un potentiel énorme, que ce soit en termes de minerais stratégiques, que ce soit en termes de terres arables, que ce soit en termes de ressources hydriques. Maintenant, c'est vrai que la réalité est que nous avons d'énormes défis en termes d'infrastructures routières, chemins de fer, en termes d'énergie électrique. Tous ces défis, et en particulier un des défis que nous avons, c'est la guerre que nous avons à l'Est. Ces défis, pour moi, sont vraiment des opportunités de développement et de développement durable. Organisé par le ministère émirati du commerce extérieur avec l'appui de plus de 400 partenaires locaux et internationaux, l'événement a connu plusieurs allocutions de participants. En marge de travaux, le président Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoko ont visité avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka le stand de l'ANAPI, où les potentialités d'investissement en RDC sont présentées aux partenaires internationaux. Nous sommes un marché de plus de 120 millions de personnes avec 60% de jeunes et donc c'est un gros marché de consommation. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont aussi un marché potentiel pour toute personne qui va investir au niveau de la RDC. Outre les congrès, la chef de l'exécutif central de la RDC a accordé une audience au ministre d'État émirati au commerce extérieur.
Les discussions ont porté sur les accords entre les deux pays qui sont en train d'être finalisés. Retour au pays, direction la province de l'Ituri où la jeunesse du territoire d'Aru est appelée à soutenir les institutions de la République et à s'opposer à tout mouvement visant à déstabiliser cette province sous état de siège, appel lancé par la communauté Kakwa. Junior Selemani nous en dit un peu plus. Récit en audience ce lundi 7 avril 2025 par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnel principal, Raoussi Tchaloui, au gouvernorat de l'Ituri. La communauté Kakwa, par le biais de son président, Abounia et environ, Malissimo David, affirme avoir abordé des questions sociales, de développement et autres avec le deuxième citoyen de la province. Parmi les problèmes lui posés, il y a eu le cas d'arrestation de jeunes gens de la communauté. Nous avons plaidé auprès de son Excellence pour qu'il intervienne, pour que les innocents soient libérés et qu'il va librement à leurs occupations. Il nous a rassuré qu'il va s'y impliquer, même si la justice elle est indépendante, mais il va vouloir aussi savoir concernant ces dossiers d'arrestation. Ils sont une trentaine. Occasion pour cette communauté d'appeler les Ituriens à consolider le plan de développement et la culture du vivre ensemble. Toutes les autres communautés ituriennes et celles qui ont choisi l'Ituri comme une deuxième province, de copier l'exemple des communautés d'Aru qui vivent en paix malgré que le problème ne manque pas, mais ils savent résoudre leurs problèmes de bonne manière. De même, ce leader de la communauté Kakwa, conduit par leur chef de la chefferie, souhaite voir la jeunesse de l'Ituri en général et celle du territoire d'Aru en particulier collaborer avec les services de sécurité pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Ce chef coutumier du territoire d'Aru plaide auprès du gouvernement afin que l'IMER soit faite sur la disparition du chef Lokoudou Nélemabe Vincent II, chef de la chefferie de Kakwa, Ima, en territoire de Faradji, dans le Haut-Touélé. Nous sommes indignés parce que notre frère, mon collègue, le chef de chefferie de Kakwa, Ima, il y a 2 semaines qu'il est arrêté pour une raison qui n'est pas encore connue. Alors nous voulons aussi connaître de quoi le chef est arrêté. Nous serons aussi informés. D'une province à l'autre, au Kassai, plus précisément dans le territoire de Moueka, le secrétaire général de l'UDPS a diligenté une mission de sensibilisation sur les enjeux sécuritaires. Alain Bikaï pour plus de détails. La mobilisation était totale dans les territoires de Moueka pour accueillir l'émissaire du secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'UDPS, Évariste Kalala Kwete, secrétaire national en charge des questions juridiques et des droits humains, qu'accompagnait son collègue Gaston Mutombo. Sous escorte des cadres et combattants de son parti, les fils du terroir, Évariste Kalala a été obligé de parcourir une distance de 15 km à pied jusqu'à la nouvelle permanente du parti achetée par ces derniers. Sur place, ces jeunes cadres de l'UDPS a prêché l'unité, l'amour autour du secrétaire général Augustin Kabouya, envie de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est sur tous les fronts pour ramener la paix dans la partie orientale du pays. À cet effet, Évariste Kalala a procédé à la remise officielle des documents parcellaires à Gaston Mutombo mandaté par les chefs du parti présidentiel. Concernant la situation de l'insécurité créée par les Rwandais et ses supplétifs du M23 AFC, les jeunes leaders invitent ses sœurs et frères de Moueka à former un bloc patriotique autour du garant de la nation pour barrer la route aux agresseurs. Pour ce faire, Évariste Kalala a réitéré le message du numéro 1 de son parti, appelant les jeunes de cette partie du pays à un enrôlement massif dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Émerveillé par l'accueil, les réservé par les militants de son parti, Zidouane. Et puis cet atelier de vulgarisation des textes de la police nationale congolaise d'une délégation du commissariat général de la PNC, nous dit Mimi Etaka. Il était question au cours de cet atelier de vulgariser 3 textes dont la doctrine de l'emploi des unités d'intervention en RDC et la formation sur la nouvelle stratégie et le nouveau schéma directeur qui va désormais conduire la PNC dans le quinquennat 2024-2028.
Le vice-gouverneur Thomas Boyengue, qui a présidé ces assises, a de prime abord rendu des vibrants hommages au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les énormes efforts qu'il ne cesse de déployer afin de restaurer la paix à l'est de la RDC. Mais auparavant, le représentant de PARP 3, programme d'appui à la réforme de la police, Jean d'Angleterre, a dans son allocution retracé l'historique des activités menées par ce projet et ses réalisations dans la province de l'Équateur. Le programme d'appui à la réforme de la police, financé par l'Union européenne, a été lancé au début de l'année 2022. La province de l'Équateur a été retenue parmi les premiers bénéficiaires, prenant en compte une réalité. Elle n'avait en effet jusque-là pas bénéficié des principales avancées de la réforme de la police. Les activités menées ont tenté de remédier partiellement à cet état de fait, et ces effets sont aujourd'hui reconnus tant par les autorités politico-administratives que par la police et la population. Pour sa part, le représentant du commissaire général, le commissaire divisionnaire Awashango Vital, a exhorté les participants à s'approprier ces assises. À ce moment difficile, nous devons tous être conscients que la sécurité et la paix sont les fondements sur lesquels repose le développement et le bien-être de nos concitoyens. Notons la présence des administrateurs de ces territoires qui comptent la province de l'Équateur pendant cet atelier dispensé par une délégation du commissariat général de la PNC conduite par le commissaire divisionnaire Awashango Vital. Dans un autre registre, lutter contre les manipulations en milieu universitaire, assurer une sécurité dans tous les campus et établissements publics d'enseignement supérieur en cette période de guerre. C'est la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le secrétaire général à l'ESU a procédé à l'implantation de la police universitaire à l'UNIKIN, ISTA, UFASIC et autres. Rodépanda, reportage. Sur instruction de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, prof. Dr Marie-Thérèse Sombo Ayan Safimokuna, la direction de la police universitaire au sein de l'administration centrale de l'ESU a effectué une mission de conscientisation et de moralisation des agents de la police universitaire au sein des établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kinshasa. De l'université de Kinshasa UNIKIN, en passant par l'UPN, INBTP, INA, UNUSIC, Académie des Beaux-Arts, ISAO, ISAM, ISPT, ISTA, ISC, ISP, ISTEM, ISES, un seul message était véhiculé, celui du patriotisme. Surtout en cette période d'agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23 AFC ainsi que l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents de la police universitaire. Le message que c'était ça, l'amour de la patrie. Et ils doivent, donc les policiers universitaires doivent veiller à tout ce qui se passe au sein de leurs établissements. Veiller sur tout, que ce soit sur le personnel académique, scientifique, pato, donc pato, et que ce soit pour la population estudiantine, donc veiller sur tout ce qui se passe à l'établissement, parce qu'ils constituent l'œil et l'oreille du gouvernement de la République, et nous y veillons pour que les policiers universitaires accomplissent leur mission comme il se doit. Comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin? C'est le thème retenu au cours de l'atelier d'exposition et d'échange dénommé Zawadi. Il a été organisé par la coalition des femmes entrepreneurs du Congo, COFEC en abrégé. Explication, Renette Koulonga. Le mois de la femme au travers de la date du 8 mars ne se limite pas seulement aux activités festives, mais au contraire, le mois de la femme peut se traduire plus par des activités de réflexion sur l'autonomisation économique des femmes. C'est dans cet ordre d'idées que la Maison de l'entrepreneuriat ANADEC a servi de cadre pour cet atelier conférence d'exposition et d'échange pour l'importance qui doit être accordée à l'autonomisation économique des femmes et au rôle essentiel que les femmes jouent dans le développement de la société. Une femme qui entreprend, c'est une famille qui s'élève, c'est une communauté qui prospère et une nation qui avance, a martelé Madame Bienvenue Bomachi, coordinatrice de la coalition de femmes entrepreneurs du Congo. L'entrepreneuriat féminin n'est pas seulement une option, c'est une nécessité.
pour le progrès économique et social. L'entrepreneuriat est un chemin semé de défis, mais chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir, bien sûr. Le succès ne vient pas certes en un jour, mais chaque petit pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Par ailleurs, ANADEC, sous la direction de son directeur intérimaire, M. Mathieu Mouboyaï, s'est dit prête à accompagner le femmes entrepreneurs dans leurs projets pour des créations d'entreprises partout au pays. Ce mois dédié aux droits et à la promotion des femmes, images et commentaires. Des femmes enseignantes des écoles et des bureaux gestionnaires venus de tous les réseaux confondus ont rehaussé de leur présence cette journée. Organisée par l'Union nationale des femmes d'ISECOP, INAFESEC, la journée a connu des exposés. Les premiers sous les thèmes rôle et responsabilité des mamans face à l'émergence de la jeune fille dans nos communautés a été animé par l'inspecteur principal provincial adjoint en maternelle, Louise Bolumbu. Les seconds exposés, axé sous le thème soutien des syndicats à la femme enseignante, a été animé par le président de l'intersyndicale, Fiston Koy. Tous les intervenants ont mis en lumière le rôle que doivent jouer les aînés pour booster l'épanouissement des jeunes filles en cette ville qui est en pleine mutation, où la pesanteur culturelle pèse encore sur la jeune fille. À la suite des échanges, la présidente provinciale de l'INAFESEC, Chouapa, Madame Rose Moïla, est revenue sur l'essentiel. Parce qu'autrefois, la femme était marginalisée. Donc la femme était seulement pour la procréation, utilisée comme un objet chez l'homme. Mais aujourd'hui, on a valorisé la femme. Alors nous voulons seulement éveiller les mamans que nous ne sommes pas à cette époque primitive. Maintenant nous devons prendre conscience pour que nous puissions, que chaque femme puisse émerger. Alors c'est pourquoi nous avons tenu à organiser cette cérémonie pour que nous puissions seulement éveiller les femmes. Que la femme aussi est capable de faire quelque chose comme l'homme. Tous les participants se sont engagés à répercuter les messages dans la communauté. Direction Congo central à présent, plus précisément dans les territoires de Madimba et Kasangulu, bénéficiaires des projets sur les infrastructures de base, pilotés par la cellule de suivi des projets et programmes STEP. Alors, où en est-on avec la construction des infrastructures de base? Élément des réponses dans ces reportages de Blandi Wavingana. C'est dans le cadre du projet visant l'amélioration des conditions de vie de la population et son accès aux services sociaux de base que la coordinatrice de la cellule de suivi des projets et programmes STIP a effectué une descente dans le territoire de Kasangulu et de Madimba, dans le Congo central, où il a eu des échanges avec le gouverneur de cette province. Nous sommes en supervision d'un projet qui s'appelle le projet STEP. C'est un projet vraiment du domaine social. Et dans le cadre de ces projets, il y a différentes activités qui sont en train d'être accomplies en ce moment dans la province du Congo central. Donc voilà pourquoi nous sommes venus voir le gouverneur pour lui parler de ces projets-là et aussi faire un peu le tour de la question de beaucoup d'autres secteurs, l'agriculture, l'électricité. Comme vous savez, il y a un grand projet qui est en préparation, le projet Grand Inga. José Miakoukila s'est rendu compte de l'état d'avancement des chantiers en construction de quelques infrastructures de base qui seront livrées dans le tout prochain jour dans cette partie du territoire national. Il s'agit notamment de l'Institut Nyanga, Kukonga, à Kisantu, ainsi que du centre de santé de Madimba, au chef-lieu qui porte le même nom. En passant, la coordinatrice du projet STIP a profité de l'occasion pour visiter également le barrage d'Inga 1 et 2 en compagnie des experts de la Banque mondiale, où elle a reçu quelques explications sur le fonctionnement du barrage. Essentiel de cette journée de réflexion sur le lavage des mains, journée organisée par la direction de l'hygiène et salubrité publique avec l'appui de l'UNICEF. Chantal Okoloba, Anastasie Doumbou, reportage. Se laver les mains avec du savon permet de sauver des vies, une véritable arme qui protège. Il s'agit d'un investissement très rentable qui peut prévenir la propagation des maladies infectieuses et des épidémies dans la communauté, les écoles et les établissements de soins de santé. C'est le fait que nous vivons beaucoup d'épidémies. Lorsqu'il y a Ebola, on vous dit mesure barrière, c'est laver les mains. Lorsqu'il y a Covid, laver les mains. Maintenant que nous avons Mpox, laver les mains.
Donc en fait, c'est une chanson qui revient. C'est une chanson. C'est pas tout le monde qui se lave les mains, qui respecte cette mesure barrière, alors que c'est une mesure salvatrice. Mais malheureusement, très peu appliquée ça et là. Chacun là où il est peut voir, là où il travaille, quelle est la situation du lavage des mains. Dans la plupart des cas, quand il y a épidémie, on met des stations de lavage des mains. Mais une fois l'épidémie terminée, on oublie le lavage des mains. Alors donc, c'est que nous avons constaté que c'est la lenteur. Et quand on y va lentement et qu'on veut y aller vite maintenant, il faut accélérer. Et donc c'est comme ça que nous avons fait venir les collègues, les partenaires qui travaillent avec nous dans les secteurs WASH, eau, hygiène et assainissement, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui fait que les choses ne puissent pas marcher et qu'est-ce que nous devons faire pour faire marcher les choses. Financée par l'UNICEF, cette activité riche en partage d'expériences, des échanges et des présentations, une façon pour les prestataires qui s'engagent à accélérer les services de lavage de mains, de démontrer le préalable à la communauté afin de s'approprier de cette notion élémentaire. Parlons religion avec ces cultes d'action de grâce organisés dans le Maïndombe. Les détails, c'est dans ces reportages. Au cours d'un culte d'action de grâce organisé pour la circonstance, l'orateur du jour, l'évêque Atio Mambondo Anim, a tiré son message de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 4, message axé sur l'appel de serviteur de Dieu. Nous avions prêché précisément sur comment se conduire, comment se comporter quand vous avez reçu l'appel de Dieu. Comment doit se comporter un homme de Dieu, un homme appelé par Dieu. La Bible nous exhorte au travers l'apôtre Paul qui nous a exhorté en disant que nous devons nous conduire avec humilité. Nous n'avons pas le monopole de la vérité, homme de Dieu. Nous devons nous conduire dans la simplicité, la douceur et la patience. Donc, un homme de Dieu qui est appelé de Dieu, sincèrement appelé de Dieu, ne peut pas être un orgueilleux. Il a ensuite procédé à l'installation proprement dite des membres du bureau provincial de l'église du réveil au Congo Maïndombe RC en cycle, composé de 9 personnes dont l'évêque Atio Mambondo Anim président et l'apôtre évêque Onosim Bongolomboka vice-président. Là nous sommes à Inongo, nous venons juste d'installer et de présenter notre bureau provincial qui va diriger l'église du réveil du Congo dans toute la province ecclésiastique de Maïndombe. Signalons que toutes ces personnes sont ici des différentes églises locales de la dite communauté. Pour mémoire, cette nouvelle institution ecclésiastique à caractère intercommunautaire dénommée RC a vu le jour à Kinshasa le 19 février 2002 et comme objectif accompagner le peuple de Dieu pour son salut. On passe à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 8 avril 2025. Négociation directe Kinshasa M23, Doha, probable tête-à-tête aujourd'hui entre la délégation de Kinshasa et la coalition AFC M23, annonce vraie thématique. Sauf imprévu, les délégations des partis en conflit vont se rencontrer aujourd'hui à Doha. Il s'agit de la délégation de Kinshasa, du Rwanda et de la coalition AFC M23 qui vont se rencontrer pour le début officiel des négociations directes sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC sous l'égide de l'émir du Qatar. Le Qatar a accepté de faire la médiation dans ce conflit vu le rôle majeur qu'il joue et les relations qu'il entretient avec la RDC et le Rwanda. Guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC, l'ONU débloque 750 000 $ pour contenir la flambée de choléra au Nord Kivu, rapporte opinioninfo.cd. Face à la recrudescence alarmante du choléra dans la province du Nord Kivu, le CERF, Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaire des Nations Unies, a alloué 750 000 $ pour renforcer la riposte. Ce financement destiné à l'UNICEF, à l'OMS et à leurs partenaires vise à améliorer l'accès à l'eau potable, aux services d'assainissement et d'hygiène, ainsi qu'à garantir des soins vitaux aux populations affectées. Prétendue reprise des activités bancaires à Goma, la CADECO appelle au boycott des activités de l'AFC M23, note forcetime.cd.
Depuis la ville de Goma, Corneille Nangaa, chef de rebelle de l'Alliance Fleuve Congo, a annoncé avec pompe la reprise des activités bancaires le lundi 7 avril à travers la réouverture de la Caisse générale d'épargne du Congo. Réagissant à chaud à cette annonce, la direction générale de cette entreprise de la RDC qui gère des caisses d'épargne précise que la prétendue reprise des activités bancaires à Goma est non seulement illégale mais constitue également une menace directe pour la sécurité financière de ses clients et pour l'intégralité de son institution. Elle appelle sa clientèle à boycotter toute activité liée aux rebelles de l'AFC 123. Mongala, un policier et un enfant trouvent la mort dans une altercation entre clients et la police. Titre RTNC.cd. Un policier et un enfant ont trouvé la mort, l'un par balle perdue, l'autre par des coups. Les installations de la coopérative d'épargne Téléma, agence de l'Issala, ont été brûlées. Tel est le bilan des échauffourées enregistrés le 7 avril 2025 entre les clients de cette institution financière et la police nationale congolaise qui tentait de rétablir l'ordre alors que les clients étaient en colère. Selon les témoins, les clients de cette coopérative sont venus réclamer leur argent, constatant l'inactivité de la coopérative depuis plus d'un mois due à la faillite. Fin de cette édition, au nom de tous ceux qui nous ont aidés à vous la présenter, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. Excellente suite des programmes sur la RTNC. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie.